Salut à tous. La guerre avec l'Iran menace maintenant de s'étendre à l'ensemble du Moyen-Orient. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'Iran est soupçonné d'avoir mené une attaque en Égypte, l'un des plus proches alliés régionaux de Washington. Parallèlement, la Jordanie affirme avoir intercepté 5 missiles iraniens qui se dirigeaient vers son territoire, ce qui montre à quelle vitesse le conflit s'étend au-delà d'Israël, de l'Iran et des États du Golfe. Les États-Unis ont réagi en lançant une nouvelle vague majeure de frappes aériennes contre l'Iran. Apparemment, la stabilité régionale voyage désormais avec des missiles dans le ciel et un communiqué diplomatique en dessous. Les États-Unis ont lancé une nouvelle vague intensive de frappes aériennes contre l'Iran après que Téhéran eut tiré des missiles balistiques sur une base militaire américaine en Jordanie. Le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, affirme que des avions de combat américains ont visé des centres de commandement militaire iraniens, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance côtière ainsi que d'autres cibles stratégiques dans ce que le Pentagone a décrit comme une réponse décisive. En Iran, les médias d'État ont fait état de frappe dans les provinces d'Hormozgan, du Khouzistan, de Boucher et de Hamadan, ainsi que sur l'île de Keshem près du détroit d'Ormuz. Des équipes de secours auraient été déployées après qu'un immeuble résidentiel à Keshmem aurait été touché. Les États-Unis affirment que tous les missiles tirés sur leur base en Jordanie ont été interceptés. L'armée jordanienne a annoncé que ses défenses aériennes avaient abattu 5 missiles iraniens entrés dans son espace aérien ce matin, précisant qu'il n'y avait aucune victime. Une réponse décisive est souvent l'expression élégante utilisée lorsque la fumée n'a pas encore décidé ou retombé. Mais l'évolution la plus importante, c'est peut être produite à l'extérieur du Golfe. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Iran est soupçonné d'avoir frappé en Égypte. Un drone aurait touché le pétrolier de stockage de gaz Energos Winter, propriété américaine, dans le port méditerranéen de Damiette, déclenchant un incendie qui s'est propagé à un deuxième navire transportant du gaz. Aucune blessure n'a été signalée. L'Égypte a confirmé l'incendie, mais n'en a pas déterminé la cause. Des sources de sécurité maritime affirment que les premières évaluations indiquent une attaque de drone, bien qu'aucun groupe n'en ait revendiqué la responsabilité. Contrairement à l'incendie, la responsabilité ne semble avoir trouvé aucun navire disposé à la transporter. Si cela a été confirmé, il s'agirait de la première attaque directe contre le territoire égyptien dans le conflit actuel mené par l'Iran. Une escalade majeure qui entraînerait un autre allié important des États-Unis plus profondément dans la guerre. Les derniers développements laissent croire que Téhéran élargit le champ de bataille, étendant le conflit sur plusieurs fronts, de l'Iran à la Jordanie, en passant par l'Irak, le Yémen, le Golfe et maintenant l'Égypte. Pendant ce temps, le président Trump examinerait différentes options en vue de nouvelles actions militaires. Alors que la guerre s'étend à un autre front, le risque d'un conflit à l'échelle régionale n'est plus théorique. Il se matérialise maintenant en temps réel, chaque nouvelle frappe faisant monter les enjeux pour s'échanquer, les États-Unis et leurs alliés. Le menu des options militaires s'élargit presque aussi vite que le nombre de pays qui en ont besoin. À Washington, après ses entretiens à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, au Pentagone, alors qu'Israël et les États-Unis poursuivaient leurs consultations de haut niveau sur l'Iran et la sécurité régionale. Selon des responsables israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a profité de sa visite à Washington non seulement pour discuter des défis actuels en matière de sécurité, mais aussi pour façonner la relation stratégique à long terme entre Israël et les États-Unis. Au cours de cette visite, Netanyahou a tenu une rencontre privée en tête avec le vice-président J.D. Vance, soulignant les efforts de Jérusalem pour tisser des liens avec une personnalité largement considérée comme une voix influente de la prochaine génération de dirigeants républicains, malgré ses critiques publiques envers le dirigeant israélien. À Washington, même une conversation privée peut porter le poids de la prochaine élection. Le vice-président J.D. Vance a récemment déclaré à Joe Rogan qu'Israël tentait de compromettre la fin de la guerre en Iran. Il accusait des personnes au sein du système israélien de manipuler l'opinion publique américaine et d'essayer de la faire évoluer afin de prolonger la guerre. La position israélienne était que cela ne se produisait pas réellement et que ce n'était pas la politique du gouvernement.
Une très bonne conversation avait eu lieu avec le vice-président ce matin-là et l'on estimait que la question avait été clarifiée. Des personnes au sein du système pouvaient avoir leurs propres opinions, mais la politique gouvernementale ne consistait pas à manipuler l'opinion publique américaine afin de prolonger la guerre. Rien ne permet de dissiper une accusation de manipulation aussi efficacement qu'une conversation rassurante tenue à huis clos. Lors de sa rencontre avec le secrétaire à la défense Pete Hegseth, Netanyahou a présenté une vision à plus long terme de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Selon des responsables israéliens, il estimait que ce partenariat devait évoluer au-delà de l'importance traditionnellement accordée à l'aide militaire américaine. Les discussions au Pentagone ont souligné l'étroite coordination militaire entre Washington et Jérusalem, alors que l'administration Trump évaluait s'il fallait poursuivre les efforts diplomatiques avec Téhéran ou revenir à une stratégie militaire plus agressive. La diplomatie et la stratégie militaire demeurent côte à côte comme deux portes portant des étiquettes différentes mais ouvrant sur le même corridor. Netanyahou a également rencontré le sénateur démocrate John Fetterman, une voix importante du soutien à Israël au sein de son parti. Fetterman a été qualifié de patriote exceptionnel, ayant défendu ce qui était bon pour l'Amérique et pour l'Alliance. Il avait été un champion de cette alliance, avait dit la vérité sans crainte et avait fait preuve d'un engagement infatigable et courageux envers la vérité. Des remerciements lui ont été adressés au nom du peuple israélien et au-delà, au nom des peuples libres partout dans le monde, puisque des éloges pour son courage et sa lucidité arrivaient de partout. Pour Fetterman, soutenir la vision d'Israël et ce que représentait Israël, le miracle qu'est Israël, avait été l'un des plus grands honneurs de son mandat au Sénat. En politique, les éloges sont rarement servis en portions modestes lorsque les caméras sont à proximité. Pour le Premier ministre Netanyahou, la visite à Washington concernait bien davantage que les crises actuelles. Il s'agissait d'un effort visant à garantir que l'alliance la plus étroite d'Israël demeure tout aussi solide auprès de la prochaine génération de dirigeants américains. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, se trouvait lui aussi à Washington. Après avoir assisté à des événements commémoratifs en l'honneur du défunt sénateur Lindsey Graham, Lapid a rencontré un groupe bipartisan de sénateurs influents et les a exhortés à ne pas abandonner Israël dans un contexte de tensions politiques croissantes. La rencontre, organisée par la sénatrice Jackie Rosen, réunissait plusieurs importants législateurs démocrates. Lapid a insisté sur l'importance de maintenir une forte coordination entre les États-Unis et Israël, ainsi qu'un soutien bipartisan continu, faisant valoir qu'Israël avait besoin de ses alliés face à ces défis. Sa position devant l'Atlantic Council était que, lorsque des amis d'Israël partout dans le monde formulent des critiques, Israël doit les écouter et engager le dialogue. Toute personne qui critique Israël n'est pas nécessairement antisémite, même si certaines le sont certainement. Rompre les relations avec tous ceux qui provoquent de la frustration laisse Israël isolé. Les opérations d'influence numérique visant des dirigeants américains ne devraient jamais être financées. Nous vivons une époque curieuse où préserver une amitié exige de rappeler qu'il ne faut pas la fabriquer secrètement. En observant la visite du Premier ministre à Washington, mon impression est que les rencontres semblaient bien se dérouler, même s'il est difficile d'en être certain, puisque les politiciens ne disent pas toujours la vérité. Netanyahou lui-même a déclaré que la visite se passait très bien. Plus important encore, son attitude à sa sortie de la rencontre à la Maison-Blanche laissait entendre qu'il était véritablement enthousiaste. La raison probable était qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Il n'allait jamais réussir à convaincre Trump de s'engager immédiatement à frapper durement l'Iran, puisque Trump demeurait attaché, du moins dans une certaine mesure, aux négociations. Malgré tout, même s'il est impossible d'en être certain, puisque nous n'étions pas dans la pièce, il semblait que Netanyahou avait peut-être obtenu l'accord de Trump pour frapper durement l'Iran si les discussions échouaient. De leur côté, les Israéliens semblaient croire que ces discussions allaient échouer. Les négociations sont toujours vivantes, même si plusieurs participants semblent déjà organiser les funérailles. La rencontre avec le vice-président J.D. Vance était particulièrement intéressante parce qu'elle s'est tenue dans une grande discrétion. Vance avait aussi critiqué publiquement Israël. Des photos officielles ont été diffusées à la suite des rencontres du Premier ministre avec Hegseth, le président Trump et d'autres membres du Congrès.
Mais aucune photo officielle ne montrait Netanyahou et Vance seuls ensemble. Il existait toutefois apparemment une photo du Premier ministre avec Trump et Vance, même s'il n'y avait aucune image de Netanyahou et Vance seuls. Cela pourrait avoir une certaine importance. Vance semblait vouloir prendre ses distances par rapport au carnage de la guerre, de la même façon que Marco Rubio semblait vouloir se dissocier de l'échec du processus de paix. À Washington, l'absence d'une photo peut parfois faire l'objet de plus d'analyses que la présence d'une politique. Autrement dit, Vance ne voulait pas être associé à l'échec de la guerre, tandis que Rubio ne voulait pas être associé à l'échec du processus de paix. Tous deux calculaient déjà leur perspective présidentielle pour 2028. Ils avaient également des philosophies très différentes sur la façon de gérer le Moyen-Orient. Vance voulait réduire l'engagement des États-Unis dans la région et ne souhaitait clairement pas que les États-Unis participent à des guerres. Rubio, en revanche, maintenait la préférence républicaine traditionnelle pour une présence internationale américaine robuste. Les philosophies diffèrent, mais chacune a déjà réservé une place dans la salle d'attente de 2028. Avant la rencontre à la Maison-Blanche, certains reportages laissaient entendre que le président Trump demanderait un retrait israélien de la Syrie, du Liban et même de Gaza. Après la rencontre, toutefois, les informations qui ont circulé indiquaient qu'aucune demande de ce genre n'avait été formulée. L'ultimatum attendu a disparu avec une discipline impressionnante avant même d'atteindre la table. Selon mon évaluation, l'administration Trump, et à tout le moins le président Donald Trump, demeurait sur la même longueur d'onde qu'Israël. L'administration ne voulait tout simplement pas que Israël intervienne à ce moment-là, parce que l'intégrer au conflit et provoquer une escalade ne servait pas les intérêts de l'administration Trump. L'administration voulait sortir de la guerre en gagnante. Elle voulait projeter une image victorieuse, mais ne souhaitait pas que le conflit devienne interminable. Elle ne voulait pas non plus que les autres alliés américains au Moyen-Orient subissent de lourdes attaques iraniennes. C'est pourquoi Washington tentait de maintenir Israël dans un rôle discret. Un rôle discret est une notion délicate lorsque toute la région peut entendre les avions. Cela ne modifiait pas nécessairement le soutien de l'administration Trump aux objectifs israéliens en Syrie et au Liban. Il pouvait être exister une divergence au sujet de la Syrie, mais au Liban et à Gaza, l'administration semblait comprendre le besoin d'Israël d'obtenir une victoire. Il pourrait éventuellement arriver un moment où les États-Unis ne seraient plus en mesure de tolérer les actions menées par Israël pour arracher des victoires sur ces deux fronts. Cela ne signifiait toutefois pas que l'administration ne comprenait pas pourquoi Israël estimait devoir sortir victorieux de ces régions. La victoire demeure la destination privilégiée, même lorsque personne ne s'entend sur l'endroit où se termine la route. Un autre enjeu majeur pendant la visite du Premier ministre concernait un sondage de The Economist et YouGov. Celui-ci révélait que 49% des Américains estimaient que Netanyahou devrait être arrêté en vertu du mandat pour crime de guerre délivré par la Cour pénale internationale lors d'une visite aux États-Unis. Ce résultat survenait malgré les efforts actifs de l'administration Trump pour prendre ses distances, ainsi que celles de ses alliés par rapport à la Cour pénale internationale ou CPI, et pour démanteler cette institution. Le sondage révélait une forte division politique, 68% des démocrates, environ 24% des républicains et 55% des indépendants appuyaient une telle arrestation. Il indiquait également que 47% des répondants estimaient que Netanyahou avait nui aux relations entre les États-Unis et Israël. Pour cette raison, l'avenir de la relation entre les États-Unis et Israël semble maintenant incertain. On ne sait pas clairement dans quelle direction cette relation évolue. Les opinions négatives à l'égard de Netanyahou et d'Israël sont plus nombreuses chez les jeunes Américains. Et la même tendance est également visible chez les jeunes républicains. Le sondage reflète la détérioration de la réputation d'Israël auprès du public américain. Une alliance peut être qualifiée d'incassable, mais l'opinion publique continue d'en tester la garantie. Concernant la question de l'arrestation, le maire de New York, Zoran Mamdani, mérite d'être reconnu comme un maître de la communication. Il n'allait jamais réellement arrêter Netanyahou parce que cela était impossible. Il n'avait pas le pouvoir d'arrêter Netanyahou. Mais il a réussi à inscrire à l'ordre du jour politique l'idée que Netanyahou devrait être arrêté.
Par conséquent, une question qui n'aurait jamais fait partie du discours politique américain avant l'élection de Mamdani y est maintenant entrée, et 49% des Américains disent l'appuyer. Il s'agissait donc d'une importante victoire de relations publiques pour lui, même si une telle arrestation n'allait manifestement pas avoir lieu. Les menottes étaient imaginaires, mais le titre était parfaitement réel. La relation entre les États-Unis et Israël devient également de plus en plus partisane. Pendant la visite de Netanyahou, le chef de l'opposition Yair Lapid se trouvait lui aussi aux États-Unis où il s'exprimait et rencontrait des sénateurs démocrates dans le but d'obtenir leur appui. Une profonde division existe clairement et de nombreuses personnes en tiennent le Premier ministre responsable. En même temps, cette question dépasse largement Netanyahou et représente davantage une menace existentielle pour Israël. Pour beaucoup de personnes qui s'opposent à Netanyahou, ce à quoi elles s'opposent réellement, c'est Israël lui-même. Le message plus général de Lapid devant l'Atlantic Council était qu'Israël ne devait pas s'aliéner ses amis. Il soutenait également qu'Israël devait faire la distinction entre ses amis et ses ennemis. Certaines personnes souhaitaient véritablement la disparition d'Israël. D'autres ne souhaitaient peu, et pas explicitement sa disparition, mais ne voulaient absolument rien savoir d'Israël. Ces personnes ne pouvaient pas être convaincues. Selon lui, les personnes qui pouvaient encore être convaincues comprenaient les sénateurs démocrates, particulièrement ceux qu'il avait rencontrés pendant sa visite. L'art diplomatique consiste à déterminer qui peut encore être convaincu avant de placer tout le monde dans la colonne des ennemis. L'une des raisons de la visite de Lapid était liée à son parcours politique. Pendant l'année et demie au cours de laquelle il avait co-dirigé le gouvernement précédent avec Naftali Bennett, le rétablissement des relations avec les démocrates avait constitué une priorité importante de leur programme. Cela deviendrait également une priorité majeure de son programme futur s'il devenait ministre des Affaires étrangères dans la prochaine coalition. Mais la visite était aussi hautement politique. Depuis que Karl Rove a inventé, ou plus exactement perfectionné, la tactique consistant à attaquer la principale force d'un adversaire politique, cette stratégie joue un rôle important dans la compétition politique. La plus grande force politique de Netanyahou avait toujours été sa réputation de meilleure personne pour présenter Israël au public. En se rendant à Washington, Lapid ne s'adressait pas seulement aux Américains présents dans la salle de l'Atlantic Council, ni aux sénateurs qu'il avait rencontrés. Il s'adressait également directement aux Israéliens. Son message politique était que Netanyahou avait déjà été bon pour représenter Israël, mais qu'il était maintenant très mauvais dans ce rôle. Lapid attaquait donc ce qui avait autrefois constitué l'une des principales forces politiques de Bibi. Rien ne marque mieux le début d'une période électorale que d'affirmer que le porte-parole autrefois indispensable a oublié comment parler. Cela indiquait clairement que la période électorale avait commencé en Israël. Pendant ce temps, le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Liban a subi de nouvelles tensions après que le Hezbollah eut lancé sa première attaque depuis l'entrée en vigueur de l'accord le mois précédent. L'incident s'est produit quelques jours avant une nouvelle série de négociations appuyées par les États-Unis à Rome, destinées à faire progresser un arrangement permanent en matière de sécurité. Les forces de défense israéliennes, ou FDI, affirment qu'un drone explosif du Hezbollah a frappé un bulldozer blindé sans équipage qui opérait dans la zone tampon de sécurité israélienne sur la crête d'Ali Taher, dans le sud du Liban. Aucune blessure n'a été signalée. L'armée a qualifié l'attaque de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et a déclaré qu'elle envisageait sa réponse. Le cessez-le-feu demeure intact au même sens technique qu'un verre fissuré contient encore de l'eau. Lors d'une visite auprès des soldats dans le sud du Liban, le chef d'état-major des FDI, le lieutenant-général Eyal Zamir, a déclaré que l'armée était prête à faire face à tous les scénarios. Au besoin, les FDI avanceraient plus profondément et atteindraient d'autres secteurs. La frappe constituait la première attaque directe du Hezbollah depuis la trêve de la fin juin. Alors que des responsables israéliens et libanais se préparaient à reprendre les négociations à Rome la semaine suivante sur un éventuel accord de paix, les retraits israéliens et le désarmement du Hezbollah. Alors que les négociations diplomatiques devaient commencer à Rome, l'attaque de drones rappelait que le cessez-le-feu demeurait extrêmement fragile et que toute nouvelle escalade pourrait rapidement faire dérailler les efforts visant à conclure un accord plus vaste entre Israël et le Liban. Rome peut accueillir les négociations, mais le champ de bataille continue de présenter ses propres amendements.
Dans un autre moment historique attendu depuis plus d'un siècle, les dépouilles des grands-parents paternels de Théodore Herzl ont commencé leur dernier voyage vers Israël, réalisant l'un des derniers souhaits du fondateur du sionisme moderne. Les dépouilles de Shimon Leib et Rivka Herzl ont été exhumées d'un cimetière juif de Zemun, près de Belgrade, après 4 années d'efforts diplomatiques et juridiques menés par l'organisation sioniste mondiale, en collaboration avec Zaka et le ministère israélien des Affaires étrangères. Elles devaient être inhumées de nouveau la semaine suivante, dans le lot familial Herzl, sur le mont Herzl à Jérusalem, les réunissant avec Théodore Herzl exactement 77 ans après que sa propre dépouille eut été transférée en Israël en 1949. Cette démarche réalisait la vision de Herzl de réunir sa famille dans la patrie juive et refermer un cercle national symbolique au cœur de l'histoire du sionisme moderne. La cérémonie officielle d'État était prévue le 5 août sur le mont Herzl, en présence attendue du président Isaac Herzog, du Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres hauts dirigeants israéliens. Les partenariats soutenant la mission de Loket Israël se poursuivaient également grâce à sa collaboration avec ADUEC Technologies. Les deux organisations utilisaient des technologies novatrices pour prolonger la durée de conservation de légumes récupérés et les transformer en repas nutritifs destinés aux personnes dans le besoin. À l'intérieur de l'usine, des soupes et des salades fraîches semblables à celles que l'on trouve habituellement dans les supermarchés étaient produites à partir de légumes récupérés par Loket Israël. Au bout du compte, ces salades et ces soupes fraîches étaient distribuées aux personnes dans le besoin. De grandes quantités de tomates étaient arrivées par l'entremise de Loket Israël. À l'usine, elles étaient lavées et cuites. 2 grandes marmites étaient utilisées pour préparer la soupe. Chaque marmite pouvait produire 6000 portions de soupe, ce qui signifiait que les 2 marmites pouvaient ensemble en produire 12 000 à chaque cycle de cuisson. Les tomates servaient à préparer une soupe aux tomates. L'odeur était remarquable. Il y avait également une soupe orange à base de patates douces. Cette soupe fraîche pouvait se conserver jusqu'à 1 an à compter de ce jour. Il y avait aussi ce qui était décrit comme une salade de patates douces du Nord. Elle était à l'instant d'être scellée, après quoi elle pourrait se conserver pendant 1 an et demi. Dans l'aire d'entreposage d'ADI Technologies, il y avait une grande quantité de nourriture. Des boîtes portant le nom de Loket Israël étaient clairement reconnaissables. Chaque boîte contenait 12 soupes prêtes à être envoyées à Loket Israël, puis distribuées à des familles dans le besoin et recevant de l'aide. Ce partenariat permettait de prolonger la vie des légumes récupérés. Pour une fois, prolonger une durée de vie dans cette histoire ne nécessite ni bouclier antimissile, ni conférence de presse. Les prévisions météorologiques annonçaient un ciel dégagé dans la majeure partie du pays au cours de la nuit, avec des températures minimales de 22 degrés Celsius ou 60 et 11 degrés Fahrenheit. À compter du lendemain, et pendant toute la fin de semaine, une vague de chaleur extrême était prévue, avec des températures maximales pouvant atteindre 42 degrés Celsius ou 107 degrés Fahrenheit. Même la météo semblait déterminée à ne pas se laisser dépasser par la température politique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.